La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Au travers de cet épisode, j'avais envie qu'on plonge dans un récit, le récit d'une entrepreneure qui est inspirée et qui m'inspire beaucoup depuis plusieurs années. On s'est rencontrés dans un autre monde et puis on se retrouve aujourd'hui. Et vous le savez, à force de m'écouter, puis si c'est la première fois que vous m'écoutez, bon, ben voilà, les aléas de la technologie. Donc, si vous m'écoutez, vous savez que pour moi, la raison d'être de nos entreprises va bien au-delà du profit, mais se centre vraiment sur la contribution qu'on peut apporter dans cette quête effrénée de la performance, etc. Et ça m'invite à chaque fois à me poser une question, et je pense que cette question-là, je me la pose depuis des années, mais c'est quelle valeur est-ce qu'on veut porter en tant qu'entreprise, en tant que société? Et quelle vision est-ce qu'on veut appuyer au travers nos projets? Quelle vision de la réussite aussi? Donc, pour explorer cette thématique-là aujourd'hui, j'ai choisi de recevoir une entreprise qui a choisi, elle aussi, de mettre sa raison d'être au service du bien commun. Celle d'Annie Rouleau, qui est la fondatrice de The Unscented Company. Une histoire qui va bien au-delà de la création d'une entreprise, mais qui, je trouve, est aussi une histoire d'amour pour notre monde, une histoire d'engagement, une histoire de changement positif, parce que cette entreprise ne se limite pas à fournir des produits sans parfum, elle redéfinit complètement la notion de ce qu'est le propre. Donc, c'est un mouvement vers un mode de vie plus conscient, plus durable, une ode à la simplicité dans un sens, à la contribution. Et donc, on va découvrir un petit peu comment notre histoire de vie, nos expériences, nos rencontres peuvent aller teinter la direction qu'on prend et comment une idée peut évoluer vers une entreprise qui est à la fois prospère, mais qui est dédiée à contribuer, à rendre le monde plus en santé, plus vivant, plus sain, plus solidaire aussi. Alors Annie, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très très heureuse qu'on passe ce moment ensemble. Puis tu le sais, je t'ai envoyé une structure de questions, mais au-delà de cette description que je fais de ton univers d'entreprise, j'avais envie que toi, tu nous amènes dans qui tu es, l'humaine, dans ce qui compte pour toi, dans tes valeurs, dans ton histoire, dans ton enfance aussi peut-être, puis comment est-ce que tout ça, qui tu es, teinte ton rapport avec le monde autour de toi, puis ton rapport même à toi-même. Wow, ben, mon Dieu, Sophia, merci de m'inviter, puis plaisir partagé d'être ici aujourd'hui. Franchement, j'ai rarement eu une si belle introduction. J'ai adoré t'écouter. Je pense que tu es vraiment meilleur que moi-même pour m'introduire. Euh, ouais, je pense que The Unscented, c'est effectivement le fruit de qui je suis vraiment. Mm. euh, D'avoir pu lancer cette entreprise-là en 2016, et alors que j'avais 47, à peu près 47, 48 ans.
Je pense que justement, je suis arrivée à un âge où j'ai pu faire ce choix-là d'avoir une entreprise qui était basée sur mes valeurs à moi et non sur celle d'une société ou ce qu'on s'attend de quelqu'un. Puis je Mm. pense que c'est vraiment mon cheminement de vie qui a commencé vraiment avec deux parents entrepreneurs. Donc déjà, à un très bas âge, 8 9 ans, à la maison, on parlait d'entreprise, on parlait de croissance, on parlait de cash flow, je me rappelle, on parlait même d'embauche, de talent, puis donc j'ai toujours écouté avec énormément d'intérêt mon père et ma mère partir et développer leur entreprise. Par contre, j'ai vu quelque chose à l'âge de 10 ans où je voyais que ces deux entreprises-là, celle de mon père, celle de ma mère, à même leur entreprise, ils étaient très sollicités par la communauté. Donc, mon père s'occupait de la parade du Père Noël. Ma mère s'occupait des cours de théâtre dans le centre communautaire. Et puis même, à un moment donné, on faisait du porte-à-porte pour ramasser de l'argent. Mon père a acheté une petite maison au village de Saint-Isidore de la Prairie pour 7 000 ou 8 000 dollars. Et c'était à l'époque, en 75, des gens du Cambodge qui arrivaient par bateau. Et on a reçu une famille de 7 ou 8 personnes. Je me rappelle pas beaucoup, mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde dans la maison. Et c'est là que j'ai compris que je voulais être un entrepreneur un jour, mais cet entrepreneur-là, oui, développerait son entreprise, mais aurait aussi un impact dans sa communauté. Fait que moi, là, je pars avec cette base-là où j'avais trouvé ça absolument merveilleux de les voir aussi sollicités par le village pour les aider à réaliser des projets. Fait que c'est sûr que j'ai grandi là-dedans, j'ai fait l'université et j'ai eu mon père qui m'a dit de joindre son entreprise Mhm. et qui m'a donné finalement toute la confiance que j'ai aujourd'hui. Ça vient de lui parce que dès 24 ans, 25 ans, il m'a offert l'opportunité d'aller ouvrir la filiale américaine à Birmingham, Alabama. Alors, c'est sûr que, premièrement, au grand désarroi de ma mère, de me voir partir si jeune dans un coin de pays des États-Unis qui était quand même pas très connu. Tu sais, on part pas pour aller visiter l'Alabama. New York, Californie, Floride, ça va. Mais Mhm. l'Alabama, c'est quand même des États quand même où t'es pas très touristique pour nous, les Canadiens. Alors, mais j'ai eu la chance inouïe de pouvoir ouvrir un petit entrepôt d'assemblage et de travailler avec différents fournisseurs là-bas, des sous-traitants, jusqu'au jour où à peu près, je dirais, 6 mois, 1 an après m'être établi là-bas, notre principal, là, mon histoire est longue, là, mais tu m'arrêteras, Sophia, si tu veux Non, que non, je non. change, mais je me rappelle un de nos principaux fournisseurs qui était une fonderie d'aluminium qui arrive le matin et qui me dit Annie, I'm going bankrupt. Ah! Fait que là, je dis, oh oui, tu vas faire faillite à quelle heure? Et il me dit, at noon. Ben là, j'ai dit, oh my God. Et donc, ça a été mon premier vrai projet. Ça a été l'acquisition de cette faillite-là pour pouvoir l'intégrer dans les petites opérations que j'avais bâties là-bas. Et ça m'a donné vraiment ma première expérience d'entrepreneur Hmm. sans le risque financier. Parce que le risque financier, c'est mon père qui l'avait et j'ai énormément de respect aujourd'hui pour lui de m'avoir permis de faire ça, d'avoir osé de remettre un budget, de développer une entreprise entre mes mains. Mais c'était le plus beau cadeau qu'il a fait parce que je pense qu'il a utilisé son entreprise pour m'aider à devenir qui je suis aujourd'hui. Puis ça, j'en suis éternellement reconnaissante. Alors, tout ça pour dire, j'avance, j'avance, j'avance. Mon père m'appelle à un moment donné et il me dit, Annie, si j'ai une offre pour vendre la compagnie. Et donc, je suis revenue à Montréal et à l'intérieur de 48 heures, la compagnie était vendue avec une petite mention spéciale dans le contrat. Annie doit rester en poste. Hmm. Alors, nous, on était dans une industrie où on fabriquait des produits pour construire des réseaux électriques. Donc, c'était quelque chose qui est très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, on a été acquis par une entreprise américaine. Et donc, j'ai joint ce groupe-là. Mais ce que ça m'a permis, c'est de voir et de comprendre comment une très grande entreprise je pense, ça devait pas loin du milliard de chiffre d'affaires, mais de travailler dans le corporatif aussi
de comprendre la structure financière, puis les stratégies de commercialisation. On était ailleurs complètement, mais ça m'a beaucoup donné d'expérience, de l'expertise aussi, de l'intelligence de marché que j'aurais probablement jamais acquis en restant entrepreneur à Birmingham. Alors, encore là, ça a été une superbe période de ma vie, milieu trentaine, et un peu comme on disait toutes les deux après, ben, à 39, 40 ans, ben, j'ai eu les enfants. Et donc, j'ai vraiment tout arrêté juste pour me concentrer sur ma famille, puis d'élever mes deux enfants et d'avoir ce plaisir-là d'être à la maison. J'ai absolument adoré ça jusqu'au moment où je me suis levée un matin et je me suis dit, wow, c'est définitivement euh, ce que j'ai envie de faire. Je suis intolérante aux fragrances. J'ai des jeunes enfants. Je veux leur offrir un environnement plus sain à eux aussi. Alors, l'idée du Unscented Company est arrivée et j'ai parti ma business et les enfants, ils avaient 4 et 5 ans. Ah ouais. Donc, en gros, c'est ça. J'ai passé quelques étapes, mais je pense que souvent, un parcours comme ça, il y a une raison d'un bon timing. Et puis, pour moi, partir de mon entreprise, c'était à 48 ans. Ouais, ouais. Mais il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard. Non. Puis, c'est beau ce que tu partages parce que, tu partages en fait un esprit d'entreprendre plus que l'entreprendre dans la définition, dans laquelle on la met, OK. et puis qui était déjà chez tes parents tu sais, de ce que j'entends et toutes les valeurs qui viennent avec en fait, parce que tu sais, tu nous as parlé de cette croissance, de tout ce développement, de ce que tu as appris, des stratégies, mais tu as appris qu'on pouvait contribuer à notre communauté, Mhm. tu as appris qu'on pouvait accueillir les gens, qu'il y avait quelque chose qui se tissait dans les rencontres. Puis, c'est un peu ces valeurs-là justement, tu sais, si on parle en termes de valeurs, qu'est-ce que ça t'a appris toi sur tes valeurs? Tu sais, à la suite de tout ce cheminement-là, si tu avais à définir toi tes valeurs, ce qui compte pour toi, les grands mots, les mots phares qui comptent pour toi, ce serait quoi? Je pense que d'avoir grandi justement dans un environnement très d'ouverture, très humain, Mmh. beaucoup aussi de faire confiance. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, mon leadership, il est justement basé là-dessus, sur des valeurs humaines, sur des valeurs d'entraide, sur des valeurs d'offrir des opportunités, de faire confiance, d'être extrêmement aussi transparent Ouais. et évidemment inclusif, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, mon père vient d'une génération où c'était pas nécessairement sa fille qui était pour prendre la relève, c'était Ouais. son garçon. Mais non, ça n'a jamais été un enjeu pour lui. Donc, j'ai compris que très jeune, que cette notion d'inclusivité-là, que ça soit un ou l'autre, que c'était possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde les valeurs d'Uncented, c'est vraiment misé sur, oui, la transparence, l'inclusivité, d'être socialement et environnementalement responsable. Et Mmh. ça, c'est depuis le jour où j'ai bâti la compagnie. Puis je Ouais. pense que se joint à ça mon leadership qui est humain parce que j'ai envie de gérer mon entreprise comme je gère ma famille. C'est pas bébé compliqué. Je gère ma famille d'une façon, ou ben je gère, faut faire attention, là, c'est un grand mot, mais je veux dire, j'ai les mêmes valeurs dans ma famille, j'arrive au bureau, ben je deviens pas une deuxième personne. Je Non. reste la même personne avec le même genre d'approche d'éducation ou de formation ou de tolérance. Je sais pas, j'ai comme pas envie de gérer une business, je sais pas, juste sur des KPI financiers. Ça m'intéresse pas pantoute. Ouais, 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 il y a le facteur humain, Il y a ouais. le facteur humain, je pense, qui prend le dessus. Euh, Puis je pense que ça vient du cheminement. Je veux dire, mais je pense que c'est les mots forts. Je pense que mon père m'a aussi beaucoup instauré une belle qualité qui est l'intégrité. Puis je pense que c'est pas des buzzwords ou des keywords, là, mais ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Ouais, ouais, ouais. Ah mais bah, c'est beau que tu le partages puis, ça parce qu'on parle beaucoup des entreprises puis justement on en parlait hors antenne mais de la façon dont ils peuvent croître, en termes de chiffres, mais on parle encore très peu de la manière dont ils avancent, dont ils,
en termes d'humanité, en termes de contribution. Puis je trouvais que dans tout ce qu'on voit passer autour de l'entreprise, autour de toi, il y a vraiment ce côté très humain, très accessible aussi. Puis, tu sais, là, on a parlé de ton histoire, puis tu m'as amené dans une portion de l'histoire, puis dans tes partages que j'ai pu entendre à d'autres moments, il y a un partage que tu fais en lien avec un voyage, une Mhm. aventure autour du monde. Et quand tu partages cette aventure-là, tu partages les défis que tu as rencontrés, puisque ça a pu allumer en toi comme, je ne sais plus comment tu le disais, mais comme élément à résoudre, élément à aller Absolument, oui. améliorer. Puis j'avais C'est vrai. envie alors que tu nous transportes là-dedans. Mais tu sais, pas juste dans les défis que tu as pu voir, mais qu'est-ce qu'elles t'ont appris, ces cultures-là que tu as rencontrées, ces rencontres-là que tu as faites. Qu'est-ce que c'est venu teinter dans... Teinté, même changé, je pense que c'est une chance inouïe. Lorsque j'ai joint ce nouveau groupe-là et que je travaillais pour une hyper grosse entreprise, au bout de 4 ans, en tant que CEO du Canada, Sophia, j'ai dit, c'était fini. J'avais envie de autre chose, malgré que le salaire était bon, malgré j'étais hyper bien traitée, c'était des gentlemen, j'ai beaucoup appris. J'avais envie. Attends, si je fais juste une petite parenthèse, à l'université, un de mes professeurs nous avait demandé d'emblée, dans le premier cours de l'année, d'écrire nos 3 grands objectifs de vie. Et je me rappelle d'avoir écrit euh, Be kind every day, parce que je suis à l'Université d'Ottawa, c'est en anglais, mais Be kind every day, smile and smile to someone. Learn something new every day and discover the world. Donc Hmm. ça, c'était mes 3 objectifs que j'avais mis comme ça sur papier, où je me suis toujours forcée tous les jours de faire un geste de gentillesse et de m'assurer d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Mais découvrir le monde, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça jusqu'au moment où l'opportunité s'est présentée? Alors, lorsque j'ai quitté cette entreprise-là, eh bien, leur cadeau de départ a été un billet d'avion sens unique vers la Chine, vers Beijing, pour pouvoir peut-être juste m'aider en tant que personne à avoir autre chose, ne sachant pas que ça finirait par vraiment un voyage autour du monde. Donc, je suis partie, je suis restée un mois en Chine et ils ont même organisé des rencontres avec les fournisseurs, puis vraiment en guise d'appréciation pour les 4 ans que je leur avais laissés. Alors, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Et donc là, j'ai commencé ce voyage-là. Après ça, je me suis en allée, bon, que ce soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Océanie. J'ai parcouru et je me suis assise dans tous les parlements pour comprendre les enjeux sociétaux et les enjeux économiques. Mhm. Et le dénominateur commun, ça a tout été des enjeux environnementaux que j'avais fait en Australie, que j'avais fait de la plongée sous-marine et que j'avais vu des coraux qui étaient gris et non rouge, orange, corail, que ça soit au Chili où je voyais des avions vraiment voler de l'eau pour aller arroser des vignes. Que ça soit des sécheresses, que ça soit en Afrique du Sud, aux Zambie, j'ai vraiment été témoin d'enjeux environnementaux et je me suis dit, ah, le jour où je vais partir mon entreprise, ça va être clairement une de mes missions. Ça va faire partie de ma mission où je vais devoir partir une entreprise ou faire un produit qui va avoir une valeur ajoutée, qui va avoir un impact positif et qui va adresser un problème. Mhm. Donc, le moment où The Unscented Company est né, je me suis dit, wow, parce que on va pas se le cacher. Unscented Company, c'est une entreprise qui offre une gamme de produits pour la maison et pour le corps. Oui, naturel, oui, biodégradable, plus sain, efficace, exclusivement sans fragrance. Mais Sophia, ultimement, je suis une entreprise de savon. Et une entreprise de savon contribue à un des plus grands fléaux environnementaux, la bouteille de plastique à usage unique. Alors, il était absolument hors de question que je ne contribue pas à la solution. Donc, je pense que j'avais vraiment trouvé l'entreprise qui était pour coller à moi, où je pouvais avoir un impact autant sur le contenu, donc plus sain,
Ouais. que sur le contenant, de concevoir quelque chose qui était pour nous aider à réduire notre empreinte de plastique. Donc, moi, je pense ce voyage-là, sans savoir, Mhm. euh, de m'asseoir comme ça dans les parlements, de comprendre et de voir un dénominateur commun est vraiment à la genèse de ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, ça a été le moment déclencheur où ça a été l'espèce de vision. Puis quand je suis venue pour mettre ma mission sur papier, ben, ça s'est fait assez facilement. Il y a une phrase. Aujourd'hui, c'est vraiment simplifier votre mode de vie tout en réduisant votre impact. C'est pas compliqué. C'est pas Ouais. compliqué. Oui, donc ça bénéficie autant à l'intime de nos vies qu'à plus grand que nous. Cette mission-là que tu portes, ouais, donc il y a cet entremêlement de tout ce qui est individuel et très collectif finalement. Absolument, parce que j'ai choisi un produit qu'on utilise tous les jours. Ouais. Donc, tous les jours, je peux avoir un petit impact chez vous. Soit quand tu fais la vaisselle, tu portes ton lave-vaisselle, tu fais une brassée de lavage, tu te laves les cheveux, tu te mets de la crème sur le corps. Donc, chaque geste que l'on fait quotidiennement, je pouvais avoir un petit mini impact, mission accomplie. Hmm. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement, dans une autre vie, donc on s'est connus, donc c'était pas très loin du début de The Unscented, c'était encore OH Baleco, on parlait encore de OH Absolument, Baleco. absolument. Puis vous nous offriez des bouteilles pour mettre dans des paquets cadeaux chez 3 fois par jour et j'ai encore les bouteilles. Je les ai encore aujourd'hui à la maison pour dire qu'il Wow. y a ce côté durabilité. Puis ça paraît peut-être complètement insensé pourquoi je les ai gardées, je ne sais pas, mais naturellement, on les a encore chez nous. Mhm. Et beaucoup de gens les ont encore. Baleco est toujours là parce que mon incorporation, mais OH, c'était ma première marque de commerce. Ça a été juste une catastrophe au niveau du branding. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai tout simplement changé pour The Unscented Company, mais parce que je passais après toutes les Père Noël, ho, ho, ho. Ouais. Je passais après toutes les trucs, les sigles de chimie, H2O, 2H, en tout cas, tout le monde t'a mêlé. Mais effectivement, j'ai toujours fait des bouteilles avec des étiquettes le plus durable possible pour vraiment inciter les gens à remplir une deuxième fois. Puis là, on vient d'annoncer hier où pour 2023, on a réussi à sauver de l'environnement ou de votre bac bleu, des sites d'enfouissement, 1,5 million de bouteilles. Pourquoi? Parce que comme toi, Sophia, le consommateur a réutilisé sa bouteille une deuxième fois en la remplissant ou a acheté une version, une alternative solide comme le shampoing en barre, le savon en barre. Tu sais, il faut revenir un peu à ce que c'était autrefois pour éviter tous ces emballages de plastique-là. Alors nous, chaque janvier, on se fait un devoir de calculer notre impact de bouteille, de l'annoncer publiquement, mais là, cette année, la plus belle des réalisations, c'est qu'on partage chacun chez nos clients combien de bouteilles ils ont sauvées par leur commande. Donc, que ce soit des détaillants, mais là, à partir de cette année, chaque personne qui va acheter sur notre site web vont avoir un petit certificat leur disant, wow, bravo, vous avez sauvé 10 bouteilles, 5 bouteilles, 15 bouteilles. C'est énorme. Donc, ça, j'ai hâte de mettre ça en place cette année. Mais oui, puis c'est une belle initiative parce que c'est tellement important. Ça reste qu'on a besoin de savoir c'est comment nos actions quotidiennes vont avoir un impact. Parce que souvent, on se dit, oh, mais ce que je fais ou comment je consomme ne va rien changer au monde qui s'effondre. Mais si, en fait, c'est que chaque petite action individuelle, puis avec cette initiative, c'est que vous allez appuyer d'autant plus que, ben non, ton action, elle passe pas dans le beurre. Il y a quelque chose qui se crée ou qui se préserve au travers de cette action. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu partages, de savoir concrètement, on a besoin du tangible, de concrètement, j'agis pour ça quand j'achète cette bouteille-là, quand j'achète ce savon-là. Absolument. Puis je pense que la force du groupe, de tous les gens qui le font, c'est là qu'il y a un impact. On sous-estime cette force-là. Quand je mets toutes vos 10 bouteilles, 5 bouteilles, 15 bouteilles ensemble, bien, on arrive à 1,5 million de bouteilles. Moi, je pense que j'aimerais ça mettre 1,5 million de bouteilles dans mon salon, voir qu'est-ce que ça fait je veux dire, impact. Ça doit être énorme. Ben Tu sais, j'ai oui, de la misère à le visualiser, là, mais
c'est quand même beaucoup. Et notre KPI, pardon, je pourrais dire les indices de performance qui ne sont pas financiers, ben moi, ça reste mes meilleurs indicateurs. Oui, bah, totalement, totalement. Puis là, on sort de la norme. Puis justement, ma prochaine question était en lien, et puis ça va un peu dans le déroulé de ce que tu partageais, mais je le dis souvent, pour moi, l'entreprise, c'est une grande force pour notre société. C'est pas simplement une entreprise, ça contribue à l'économie, puis comment l'économie se transforme. Puis tu sais, au-delà de l'impact de ton entreprise, en fait, dans ton regard à toi, quel rôle l'entreprise a à jouer dans notre société? Tu sais, quel rôle est-ce qu'on peut jouer en tant Oh qu'entrepreneur, en my tant God. qu'entreprise? C'est même des fois difficile à comprendre, mais l'entreprise, premièrement, la petite et moyenne entreprise au Québec est le cœur de l'économie. Donc, je pense que je ne veux pas m'avancer, mais les dernières statistiques, là, 80% et plus étaient des entreprises de moins de 10 employés. Donc, on est le moteur économique du Québec. On est le moteur, je dirais, social, dans le sens où il y a de la création de talent, il y a de la rétention de talent. Donc, c'est important et je pense qu'on a une voix. Puis, je vais t'avouer que depuis le début que j'ai bâti l'entreprise, c'est à quoi j'aspire. J'aspire à utiliser. Puis, je le dis doucement parce que je ne suis pas sûre c'est correct, mais j'aime utiliser le succès de l'entreprise ou sa notoriété pour avoir une voix, pour pouvoir pas me lever, me lever puis d'aller aux barricades, mais pouvoir dénoncer ou dire et que ça porte fruit, d'avoir un impact dans notre industrie, d'être impliqué dans mon industrie, c'est important pour pouvoir aider l'industrie a changé ses standards, Ouais, à améliorer ses standards. Et ça, c'est notre responsabilité. On ne peut pas remettre la responsabilité sur le dos des consommateurs tout le temps. On est aux prises, les consommateurs, parce que je suis consommatrice aussi, avec plein d'enjeux et surtout des enjeux économiques de 2023 et même 2024. On ne peut pas tout remettre et on ne peut pas non plus tout remettre entre les mains du gouvernement. Donc, je pense que l'entreprise, on se doit de regarder notre impact et de faire mieux, d'être capable de voir comment on peut faire mieux à l'interne, mais aussi s'impliquer. Parce que ouais, moi, de toute façon, je suis certaine que le système s'effondrait sans notre apport, que ça soit dans le bénévolat ou que ça soit, tu sais, on a besoin des entreprises d'aider et de contribuer dans notre société, à tous ouais. les égards. Donc, je pense que l'entreprise a un grand rôle à jouer et tant mieux si certaines d'entre nous ont déjà mis de l'avant des plans de développement durable ou des certifications comme B Corp ou des certifications comme Women Own. Ça l'aide, ça inspire, ça fait en sorte qu'on ait une société plus saine et plus équilibrée. C'est ce que je pense, c'est d'avoir de plus en plus d'entreprises. Puis de toute façon, ben là, je continue, mais je pense que de toute façon, d'ici quelques temps, dans un futur très, très, très rapproché, les entreprises qui n'ont pas à cœur des enjeux sociaux ou environnementaux, qui ont pas envie de s'impliquer, ça va être des entreprises qui vont être archaïques parce qu'ils vont avoir de la misère à faire de l'attraction de talent, ils vont avoir de la misère à avoir des investisseurs, ils vont avoir de la misère à avoir des consommateurs. Je pense qu'on est rendu là en tant que société. Puis je Ouais. pense que l'entreprise doit prendre ses responsabilités. Oui, Puis en bout de ligne, comment je peux dire ça? C'est toujours des mots en anglais, j'aimerais ça, mais c'est un feel-good moment quand on est capable d'utiliser son entreprise pour faire le bien. Je ouais. pense que l'impact est plus grand. Oui, c'est ça, parce que les entreprises font bouger l'économie, puis transforment Oui. la perception qu'on a de l'économie, tout à fait. Puis, dans le mot économie, tu parlais de gestion tantôt, mais dans le mot économie, il y a aussi de son point de départ toute la notion de prendre soin de cette maison commune qu'on a. Puis comme tu l'as dit, les entreprises, beh, font partie intégrante de cette économie. Puis en transformant le la façon dont les entreprises voient, l'économie, la façon dont ils Mhm. incitent à la consommation, dont ils produisent, beh,
Tu as raison, en fait, on influence toute une société. Puis même toutes ces certifications-là, c'est des certifications qui inspirent, tu sais, qui donnent le goût d'aller faire autrement, qui amènent, une autre vision. Puis tantôt, tu sais, je parlais de le profit, c'est pas mal en soi de faire du profit. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, dans la société, quand on fait du profit ou bien quand on est, périn, quand on croit, beaucoup, qu'on se fait voir beaucoup, c'est là qu'on est en capacité, en ce moment, d'avoir une influence et donc d'utiliser cette influence pour contribuer, pour s'impliquer, pour inspirer. Moi, je trouve ça très, très, très inspirant, ouais. Puis j'adore ce que tu viens de dire parce que même je me l'ai pris en note pendant que tu parlais, mais j'aime ce que tu dis, c'est que les entreprises, depuis longtemps, bon, la seule raison d'être d'une entreprise, c'était de maximiser l'avoir de l'actionnaire, maximiser le profit pour l'actionnaire. Je veux dire, moi, en étudiant à Ottawa, dans les années, mon Dieu, de 90, c'était le seul et unique raison d'être d'une entreprise. Et comme tu dis aussi, c'était d'inciter à la consommation. Plus on consomme, mieux c'est. Puis là, tu viens de le redire, puis ça me rappelle que justement, de simplifier dans ma mission notre style de vie, c'est pour moi d'avoir une gamme de produits qui est juste sans fragrance. J'incite moins à la consommation, donc j'ai pas 668 différentes fragrances et différentes couleurs et différentes formes de bouteilles. J'essaie de justement réduire cette incitation à la consommation, puis de réduire même mon espace tablette. Puis c'est un gros enjeu, là, c'est un défi parce que j'ai juste un produit. J'ai pas 6 différents produits où c'est beaucoup plus facile pour la notoriété de la marque de commerce. Mais je pense que tu dis juste. Je pense sans savoir, c'était ça. C'est que dans le fond intérieur, j'ai tout bâti ça pour limiter et réduire l'incitation à la consommation. Alors, Mmh. merci, Sophia, parce que maintenant, je vais l'ajouter dans toutes mes communications. Bon, je suis heureuse qu'il y J'ai ait adoré. quelque Parce que c'est chose. vrai, mais des fois, il y a des petits mots, des petits concepts comme ça, sans Ouais. savoir. Puis c'est exactement ce que je veux faire. Je veux réduire l'incitation à la consommation. Ouais, ouais, c'est beau. Mais Oui, c'est c'est beau, beau, ouais, merci. c'est beau ce que Mais tu on va travailler là-dessus. mais oui, mais je pense que vous travaillez déjà là-dessus, peut-être sans le nommer directement, mais c'est Mhm. ça qui se passe en fait dans le tangible, dans ce qu'on peut voir. Parce que tu vois, moi je le dis parce que je le vois de l'extérieur, mais toi, tu es tellement à l'intérieur que peut-être que Je tu ne le voyais pas. vois pas. Exactement. Ouais, Non. exactement. C'est ça, tu sais, on parlait tantôt des rencontres, puis les rencontres que tu as pu faire, ce que ça a pu venir teinter. Mais je trouve que c'est ça aussi d'être en capacité, justement, dans cette économie-là, et entre entrepreneurs, d'être en mesure de se mettre dans un état où on ose la rencontre avec l'autre. Puis tu vois, une phrase a amené quelque chose en toi. Une phrase que tu vas dire va aller faire Mhm. résonner quelque chose en moi. Fait que même tu parlais des femmes aussi tantôt, de la place des femmes entrepreneurs. Mhm. Puis je trouve qu'il y a beaucoup. Peut-être cette notion d'entraide, de solidarité à ramener aussi là-dedans, de doser les rencontres dans le réel, de justement, consommer moins, mais peut-être rencontrer plus l'autre, Mhm. aller plus vers l'autre. Puis, là, ça a par rapport à ce que je suis en train de dire, mais, tantôt je parlais de quelle vision de la réussite on veut porter en tant que société et j'avais envie de savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie réussir? Mais pas justement uniquement dans le tangible des mesures de performance habituelles, mais tu sais, mettons, toi, Annie, dans ton cœur, là, quand ça vibre, réussir, tu ressens que c'est quoi? Euh, je pense que la première chose que je peux te dire, c'est le moment où je suis dans une épicerie et qu'il y a quelqu'un qui est complètement étranger, qui regarde mon liquide à vaisselle, qui met la main dessus, qui le met dans son panier. Et pour moi, d'avoir été capable de bâtir une marque de commerce qui n'existait pas d'avoir des gens qui sont autres que ma famille, qui achètent le produit. Ça, j'ai le sentiment d'avoir à un moment donné réussi, j'avoue. Mmh. Euh, Mon sentiment de fierté de réussite, c'est de voir que des gens dans mon industrie qui commencent à mettre des stations de remplissage, du vrac, euh, dans leur gamme de produits et donc qui me démontrent qu'effectivement, ma vision résonne, puis ma vision est en train de changer
qui est en train de changer les standards de l'industrie et de même de mes compétiteurs. Alors ça, pour moi, c'est une des notions de réussite. Une autre notion de réussite, c'est j'aime bien euh, quand on parle et on réussit à faire de l'innovation. Et puis de l'innovation, c'est pas juste au niveau du produit, mais c'est au niveau des pratiques d'affaires dans l'entreprise, de nouvelles technologies, où je vois que ça permet à mon équipe de travail, mes collègues de travail, de grandir, d'être aussi meilleurs dans ce qu'ils font, puis peut-être pouvoir se trouver un autre emploi un jour parce que je vais leur avoir permis d'avoir grandi dans un milieu qui est non seulement stimulant, mais qui est professionnellement aussi, euh, qui aide professionnellement. Donc ça, pour moi, c'est une réussite aussi. Jamais facile de perdre du monde ou des gens qui partent, mais c'est la job de l'entreprise. On est là pour ça. Donc ça, pour moi, c'est un sentiment de réussite. Euh, Quand mes enfants me regardent et qu'ils me disent, ah, maman, c'est le fun, hein, ce que tu fais. Tu viendrais-tu parler dans ma classe de ta vision? Ça, c'est un petit moment de réussite. Euh, je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est d'avoir été capable de bâtir une entreprise sans compromettre mes valeurs. Tous les jours, on est sollicité, on est confronté à ses convictions. De les changer, que ce soit par un fournisseur étranger, que ce soit par, peu importe, constamment confronté à à la valeur du profit. Et c'est d'avoir resté moi-même, puis d'avoir continué à bâtir cette entreprise-là sur mes valeurs à moi, puis de ne pas avoir compromis cet aspect-là. Ça, c'est un sentiment de réussite pour l'instant. Ah ouais. Ça répond ça à la question? C'est dur comme question, Sophia. Oui, mais ça répond à la question. Je pense que tu es allé dans un déroulé très naturel au départ, tu es resté plus dans le tangible, puis tranquillement, on dirait Ben que oui. tu as vu naturellement. Bon, ils pensent, c'est ça, ils pensent, puis des fois, comme tu dis, on a toujours le nez dessus, c'est difficile des fois de prendre un peu de recul pour voir vraiment d'où ça vient, parce que tout ça, une entreprise, euh, c'est basé sur des valeurs fondamentales. Moi, j'ai pas l'impression qu'une entreprise peut être viable et durable s'il n'y a pas une fondation solide. Oui. Tu sais, puis ça, cette fondation solide-là, je pense qu'on peut construire un château sur une fondation solide. Mais quand c'est pas solide, là, un jeu de cartes, ça peut s'écrouler facilement. Mais tout à fait. Puis même par rapport à tous les défis de l'entreprise, de l'entreprendre, s'il n'y a pas ces fondations solides qui sont nos valeurs, donc ce qui nous porte, nous, en tant qu'êtres humains, ben, au moindre défi, ben, on va avoir envie d'abandonner. Si notre objectif ultime, c'est Absolument. le profit, la notoriété, être visible partout, alors que si c'est nos valeurs, notre raison d'être, si ça vient nourrir l'être humain qu'on est, si ça vient apporter une contribution autour de nous, autant à notre équipe, c'est à nommer à quel point cette dynamique-là aussi d'apprentissage, de prendre soin de l'équipe est importante. Si ça vient nourrir plus que tout ça, ben c'est là que l'entreprise, d'une certaine manière, est durable, de par les fondations durables qu'elle a construites aussi. Donc, c'est beau, ouais, cette vision de la réussite où finalement tu t'en vas contaminer un petit peu ton industrie, l'équipe autour de toi, tes enfants aussi qui sont fiers Mhm. de toi puisque tu accomplis en tant qu'être humain et ces valeurs que tu portes à toute épreuve. Puis, tu sais, je m'en vais vers cette autre question que j'avais parce que le podcast s'appelle Ensemble demain. Puis, OK. il y a le mot ensemble qui est comme un pilier pour moi. Tu sais, on parle de valeur, mais la valeur de communauté est centrale pour Swenco. Et, et tu sais, ce lien, tu parlais de l'entraide tantôt que t'as pu apprendre, tu as pu intégrer en toi de par ton vécu avec tes parents. Mais qu'est-ce que tu penses que cette notion d'être ensemble, de vivre ensemble, d'entraide, de solidarité peut amener de beau à notre société, à nos entreprises, à nos vies? Ben, je pense qu'il n'y a pas un projet qui réussit ou qui vit le succès sans être toute une équipe.
Donc, pour moi, on ne peut pas dissocier l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de la société. Je pense que, premièrement, je me rappelle au tout début, c'était l'ensemble, pour moi, c'était de développer des partenariats avec mes fournisseurs. Parce que je me disais, si ce lien de confiance est établi, s'il y a une relation loyale, intègre avec mon réseau vraiment primaire, mon réseau d'entreprise, on va pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Hmm. Après, quand la compagnie a grandi et que l'on a décidé d'opter à avoir de l'entraide au niveau de la communauté, donc de choisir une organisation sans but lucratif et de vraiment s'impliquer dans cette organisation-là pour justement ensemble contribuer positivement dans la communauté, mais aussi de façon mesurable. Il faut qu'on soit capable d'avoir un impact mesurable partout où on va. Et même, je pense qu'ensemble, pendant la pandémie, je pense que c'est là que ça s'est beaucoup plus défini. Parce Mhm. que je pense qu'ensemble, des collaborations qui n'auraient jamais pu avoir lieu parce que j'étais vraiment mindée, quelle autre compagnie de savon, avec quelle autre compagnie de linge que je peux faire, et finalement une collaboration avec une compagnie d'alcool comme Circa Distillerie, qui a été une des plus grandes collaborations, développement de produits, un antiseptique pour les mains, euh, mais c'est parce qu'on l'a fait ensemble. Et puis, ça, pour moi, cette notion-là, je ne peux pas réussir tout seul. Mhm. C'est avec mes collègues de travail, c'est avec mes fournisseurs, c'est avec mes partenaires financiers, c'est avec ma famille, c'est avec... Il y a tout ça que je pense que cette notion d'être ensemble euh, contribue au succès de l'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, on ne serait pas du tout ce qu'on est rendu si j'avais été seule. Ouais, ouais, ouais. Vous avez bâti ensemble. Oui, on l'a tous fait ensemble. Mais c'est quoi justement, et puis tu n'es pas obligé de répondre à la question, mais c'est quoi la place de l'équipe? C'est comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise? Puis je sais que c'est pas une question que j'avais nommée, mais Non, non, absolument pas. Ben, qui vit dans l'équipe? la place de... C'est ça, je pense que les gens, si on passait 5 minutes avec eux, puis que moi, j'étais pas dans la pièce, je suis pas mal sûre que les gens parleraient de mon leadership qui est extrêmement euh, d'ouverture et comme je disais au début, d'emblée dans notre conversation, qui fait beaucoup confiance, qui laisse à l'autre et qui laisse la place à l'erreur, qui laisse la place à l'apprentissage, qui est tout le temps en train de demander s'ils ont besoin d'aide pour accomplir leurs tâches. Donc, je pense que l'équipe, c'est ce qu'elle a. Elle sent qu'on le fait ensemble et puis que je vais être la première à offrir de l'aide. Je veux dire qu'on a une personne de malade dans l'entrepôt puis qu'on a besoin de faire, ou même pendant le vendredi fou. Je veux dire, toute l'équipe de marketing, l'équipe des ventes, l'équipe de comptabilité est allée aider les gens dans l'équipe dans l'entrepôt à sortir des commandes. Donc, je pense que ce sentiment d'entraide à l'interne, il est extrêmement vivant, puis je pense que chacun le ressent. Donc, moi, c'est au cœur de... Moi, j'avais toujours dit en plus, puis ça, c'est très personnel, mais je pourrais jamais rentrer dans ma propre maison avec des boules dans le ventre, comme dans mon bureau avec des boules dans le ventre. Il faut que ça marche. S'il y a Mmh. quelque chose qui ne va pas, il faut l'adresser. Mais j'ai le même sentiment. Moi, je rentre chez moi, je suis bien, je rentre au bureau, je veux être bien Ouais, ouais. avec mon équipe. Ça passe Donc, par des c'est ça. conversations. Ça passe par la communication, puis par l'entraide. Ouais. Ouais, on est là les uns pour les autres, les unes pour Oui, les autres. Ouais. absolument. Puis tu sais, tu as nommé aussi un peu plus tôt, justement, quand tu parlais du ensemble de cette contribution, tu sais, au-delà même de l'entreprise, dans des initiatives sociales, toutes Mhm. les implications autour de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Puis pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer au-delà même de ton entreprise? Ben, comme je disais, premièrement parce que j'ai vu mon père et ma mère faire ça. Donc, moi, j'ai envie de m'impliquer dans ma communauté. Mais je pense que
j'ai décidé d'arrêter aussi de dire oui à toutes les opportunités, que ça soit 20 $ pour la Société de l'Alzheimer, 100 $ au cancer du sein, les équipes de hockey, on est sollicité constamment. Et je pense que j'avais pas vraiment d'impact et je sentais pas non plus que l'équipe était impliquée dans ce genre d'initiative-là. Puis pourtant, on faisait le bien, là. Oui. Mais je ne pense pas que ça avait l'impact que je voulais jusqu'au moment où on s'est assis, on a réfléchi, on s'est fait accompagner là-dedans pour trouver l'OBNL avec qui on pourrait développer vraiment un vrai partenariat avec des impacts mesurables. Et donc, on a choisi Partageons l'espoir, qui est à Pointe-Saint-Charles, donc dans notre communauté, parce que nous, on était à Villemort, et où on va donner une partie des profits, donc en argent. Tous les mois, le camion de Partageons l'espoir vient chercher soit du shampoing, du liquide à vaisselle, peu importe, parce que les gens n'ont pas juste besoin de produits à Noël, dans les paniers de Noël, mais vraiment au mois de juillet aussi. Donc, on a développé un programme qui est beaucoup plus mensuel pour soutenir la banque alimentaire et on a un programme de bénévolat obligatoire pour les employés à 20 heures par année. Pas toujours évident à faire, c'est extrêmement contraignant, mais ou qu'il y a un impact, évidemment, pour l'organisation Partageons l'espoir. La directrice générale, Stéphanie, nous dit combien elle peut compter sur nous et donc c'est beaucoup plus facile de planifier le bénévolat et de s'assurer que la banque alimentaire est bien organisée. Mais l'impact, Sophia, a été de notre côté. Les gens reviennent avec, comment je pourrais dire ça, avec un sentiment d'accomplissement ou un sentiment d'appartenance ou un sentiment d'avoir fait le bien. Donc, ils en parlent à leurs amis, ils en parlent au souper à leur famille. Il y a quelque chose qui a été beaucoup plus profond que je n'avais pas prévu Ouais. en offrant moi-même le bénévolat à l'organisation. Ben, finalement, ça a été bénéfique pour nous. Ouais, ce qui était obligatoire à la base est devenu finalement quelque chose d'un Ben, peu un team magique. building, c'est ça, du team building. Parce qu'on part toujours à deux, donc il y a toujours ce petit moment-là très personnel, qui soit avant dans la voiture à discuter, après pour aller chercher un muffin. Donc, il y a quelque chose de bien qui se fait et ce sentiment-là d'avoir vraiment posé un geste. Hmm. Je pense qu'on veut tous, à un moment donné, s'impliquer dans notre communauté, mais c'est juste des fois qu'on ne sait pas comment. On On ne sait pas. sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas qui appeler. On peut le faire une fois, mais après ça, ça tombe dans l'oubli, tandis que là, c'est dans le calendrier. Exactement. Puis dans le Donc, on calendrier. leur facilite leur bénévolat. Oh, Ah pardon, je t'ai oui. coupé. Ben, c'est dans le calendrier de l'entreprise, de ce que je comprends. Mhm. Ça, C'est c'est le... ça. Ouais. Puis donc, ça crée des liens, c'est ça, autant avec la communauté que les collègues, entre Absolument. eux, entre elles, et finalement avec la famille aussi, parce que ça crée des discussions qui vont plus en Oui. profondeur là-dedans. Ouais, c'est très, très nourrissant. Puis, je trouvais important ce que tu as nommé, tu sais, parfois de ne pas se disperser à aller essayer d'aider tout le monde, mais d'aller se questionner dans l'instant qu'est-ce que je suis capable d'aider en profondeur au-delà de quelques dollars par-ci par-là, mais aussi avec le temps, l'écoute qu'on est capable de donner, nous, en tant qu'humains, avec notre corps, avec avec nos yeux, avec notre regard, avec notre amour aussi. Puis, on va totalement ailleurs, là, mais on parlait aussi à quel point ça va vite dans la société. Il faut croître, il faut aller vite, il faut innover constamment. Et en tant qu'entrepreneur, on le sait, tu sais, c'est des montagnes russes, l'entrepreneuriat. Puis il y a des Mhm. défis tout le temps et donc la patience est de mise. Et en fait, comment est-ce que tu l'as vécu, cette Ah, mon Dieu, je sais patience? pas ça, faut vraiment. Bon, faut que je me parle de plus en plus. J'avoue, j'ai des moments, à un moment donné, comme tout entrepreneur, ça va vite. Je pense qu'il faut avoir la capacité de prendre un pas de recul, de recommencer, de réfléchir, de ne pas céder à cette pression-là de la croissance à tout prix, de vraiment pouvoir mesurer et de même ralentir à un moment donné, de réduire les projets. J'avoue qu'en 2023, vers la fin, là, c'était un sujet qui revenait régulièrement dans nos rencontres, Mm. qu'on était, bon, overwhelmed.
Et donc là, il faut trouver des moyens de... Non, fait que souvent, je pense que c'est mon rôle en tant qu'entrepreneur euh, de pas en mettre trop, de pas trop parler des fois pour justement pas inciter à mettre des nouveaux projets toujours sur le bureau, mais plutôt d'arriver à finir et à faire bien ce qu'on a déjà. Mhm. Donc, je pense qu'il a fallu qu'on se parle en tant qu'équipe. Puis moi, écoute, j'étais tellement partie aussi sur toute la technologie et l'intelligence artificielle, puis comment on était pour intégrer ça dans l'innovation d'entreprise, mais je pense qu'aussi ça peut mettre de la pression sur tout le monde, puis de voir, mon Dieu, par quel bout qu'on prend ça. Donc, tu sais, il y a des façons aussi comme entrepreneur, de prendre un pas de recul, là, puis effectivement, comme tu dis si bien, d'être patient. Puis je pense que la patience paye plus que d'aller trop vite. Parce que des fois, aller trop vite, ça coûte cher. Mhm. Oui, ça coûte cher à différents niveaux. Puis Oui. d'un autre côté, je dis souvent, mais aller, des fois, on veut que quelque chose arrive, mais ça n'arrive pas tout de suite. Puis ça nous titille, on voudrait donc bien que ça arrive là tout de suite. Et on se rend compte quelques mois, quelques années plus tard que cette patience qu'on a dû cultiver à ce moment-là va amener une profondeur. Il va y avoir un cadeau là-dedans. Euh, puis finalement que ça vient nourrir quelque chose peut-être de plus profond, ou ça vient préciser justement, ça vient s'aligner avec les valeurs. Donc tu sais, je ne sais pas si tu as un exemple en ce sens, mais c'est au fil des défis, de la patience que tu as dû cultiver à certains moments pour ne pas aller trop vite, pour te freiner avec l'équipe d'aller trop vite. Qu'est-ce que cette profondeur au fil des années cette patience a pu amener comme profondeur finalement? Tu sais, qu'est-ce que... Oh, moi, je pense que absolument. Je pense que juste le fait d'être encore 100% actionnaire de la compagnie avec un financement qui est assez restreint, par la force des choses, j'ai pas pu croître à Mm. la hauteur de mes ambitions et c'est juste tant mieux. Donc, c'est très, très concret. C'est qu'à un moment donné, quand tu reçois beaucoup d'argent, tu es porté à développer rapidement, puis à embaucher, mais c'est énormément de pression. Puis, j'ai pas choisi cette croissance à tout prix. Et puis, j'ai refusé des investisseurs qui voulaient me voir grandir. Je me rappelle à l'époque de 3 millions à 30 millions en un an. Je le sais que les produits, j'ai la capacité du produit, le marché, l'industrie, j'ai la capacité, mais j'ai pas du tout cette envie-là. Et donc, je pense qu'il faut être patient, il faut grandir et contrôler cette croissance-là, bien plus que d'arriver, comme on se disait un peu plus tôt, puis de plus se reconnaître parce que, veux pas, quand ça va trop vite, on laisse tomber certaines de nos valeurs, certains de nos, peut-être, partenaires d'affaires parce qu'ils sont pas capables non plus de suivre. Fait qu'il faut que j'y aille au rythme un peu de mon équipe à l'interne. Même concrètement, tu me demandes, c'est vrai, j'ai l'idée. J'ai mis un système ERP, donc vraiment un système d'opération de gestion à l'intérieur de l'entreprise seulement en 2021. Puis pourquoi pas avant? Parce que l'équipe n'était pas prête à l'interne. Là, j'avais attendu assez longtemps, l'équipe était prête, j'avais les bonnes personnes aux bons endroits, c'était le bon moment et le projet a été un vrai succès. Il est au cœur de l'entreprise, on est bien organisé, on est prêt à affronter le développement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que maintenant, on a un système qui fonctionne. Parce que j'ai attendu d'avoir les bonnes personnes pour le mettre en place. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est très, très, très concret. Tu sais, mais oui, est-ce que on me le dit d'emblée, hey, il faudrait que tu ailles ici, il faudrait que tu ailles tel système. Oui, oui, je le sais. Mais c'est pas mieux si je mets un système de 100 000 pièces puis je suis pas capable de le gérer, puis que Ouais. j'ai pas l'équipe pour le développer, pour le comprendre. J'ai dit, ça marche pas. Fait qu'il faut que je trouve quelque chose à la hauteur de ce qu'on est capable de faire Et tout à et dans fait. le moment opportun. Ouais, voilà. Il y a un temps pour tout. Je pense que c'était toi qui l'entendais dire ça. Puis chaque chose en son temps, finalement. Et Mhm. l'innovation, c'est un rappel que l'innovation peut être saine. On peut innover de manière saine. L'innovation n'est pas obligée d'être rapide. Puis je pense que tu nous le rappelles ici. On peut innover sans se brûler. Puis tu sais, Mhm. j'arrive à ma dernière question, qui est un peu la question de clôture de toutes mes entrevues. Et où je m'en vais dans l'utopie, mais dans une utopie réaliste. Alors, c'est cette question-là. euh, M'importe beaucoup parce que je pense qu'elle est porteuse d'espoir pour nos aujourd'hui puis nos demain. C'est quoi, toi, ton rêve, ton utopie réaliste quand tu penses au monde de demain? Puis là, bien au-delà de l'entreprise ou de quoi que ce Mhm. soit, bien au-delà de ce qui est mesurable ou tangible, mais
à quoi tu rêves pour demain, pour nos enfants, pour, quand tu regardes par la fenêtre, tu vois quoi? Tu ressens quoi? Il y a Là, quelque chose si qui j'avais une chose, je pense que, bon, ça touche pas les bouteilles, puis le plastique, puis l'environnement. Aujourd'hui, je pense que de travailler et de développer cette entreprise-là, c'est de voir l'équité des femmes dans les entreprises, de voir qu'il y a des entrepreneurs qui partent leurs entreprises et qui soient supportés davantage, de vraiment contribuer, parce que je pense qu'une économie qui va être saine et durable au Québec, c'est lorsque les femmes et les hommes vont avoir la même opportunité. mmh. Et pour moi, on n'est pas encore rendu là et je ne veux pas lâcher cette bataille-là. Ça me touche personnellement. J'ai une fille de 14 ans, je suis rendue à 50 ans et je vois encore de grands écarts. Et si aujourd'hui tu me parlais de une chose utopique auquel je rêve, c'est celle-là. Et le Woman Own n'est pas anodin sur ma voiture, sur mon marketing et mes bouteilles. Parce Mmh. qu'il faut que je commence par inspirer à ce niveau-là tout de suite. Donc, c'est ça que j'ai envie de te dire. Si Annie, mais ça revient à cette valeur que tu nous as partagée dès le point de départ de l'histoire qui est cette inclusivité finalement, une société Mhm, inclusive pour les femmes. Ouais. Merci absolument. Annie, merci pour, ce temps Quelle précieux. belle heure. Merci à toi. Bah, j'espère en tout cas que, autour de nous, ça fera du bien. Merci et merci de nous avoir écoutés. Puis n'oubliez pas, la meilleure façon d'encourager le balado, c'est d'aller, partager autour de vous, ajouter des joyeuses étoiles et je vous dis à très bientôt.